Ah, le voilà. Salut Arnaud. Salut Nico. T'as pris les bières? Ouais, Ok, super. Bah, let's go dans ce cas. il y a de quoi se poser un peu. Peut-être même me mettre un petit peu comme ça. Yes, it's a new day in our proud land. But our greatest days, Il est là. they lie ahead. Sing Heil. Pourquoi on regarde ça? Bah, d'accord, mec. Je t'invite, je te sors des chips. On regarde une petite série au calme et tu me sors ça. Non mais, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire c'est pourquoi on a une telle fascination-répulsion sur l'idée que les nazis gagnent. Euh, alors moi, c'est plutôt répulsion du coup, mais chacun ses fantasmes. On est d'accord que c'est ce qu'on appelle une uchronie. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi les gens aiment ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a une logique derrière? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'intéresser à ce type d'histoire parallèle? Time out. Ah, bah, j'ai trouvé la définition du Larousse, tiens. Uchronie. Reconstruction fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. Déjà, on est dans du fictif, donc ça sort un peu de l'histoire, non? Bah ouais, en partie, mais en même temps, t'as un côté ancrage sur des formes du réel dans l'histoire quand même. Bah, c'est une forme de fausse histoire, mais elles se font sur des bases de la vraie vie. C'est un peu comme un cerf-volant accroché au sol, genre on le croit libre parce qu'il vole, alors qu'il demeure attaché à la terre. T'es sûr de ta métaphore là? Bon, tu vois, le plus souvent, l'ancrage c'est un point dans l'histoire qu'on va faire diverger. Genre, si Napoléon avait gagné Waterloo, c'est l'un des plus connus au final. Mhm. Et du coup, l'événement il provoque une réaction en chaîne qui change l'histoire, mais radicalement. Et ça ressemble un peu aux enjeux du voyage dans le temps en fait. L'idée que changer un événement va diamétralement changer le monde, comme dans Retour vers le futur en fait. Ouais, c'est l'effet papillon. C'est le point qui fait tout diverger, c'est un peu une constante dans l'Uchronie, je pense. C'est un peu ce qu'on trouve un peu partout en fait. Je veux dire, nous-mêmes en dehors de l'histoire, on fonctionne aussi sur cette idée du point de non-retour, au-delà duquel nos vies auraient été différentes. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, supposons quelque chose, si un jour d'avril 2022, j'avais pas décidé d'un coup que les études d'enseignement n'étaient pas pour moi, bah, je serais probablement dans une salle de classe, avec un salaire cette fois, hein, et je t'aurais jamais connu. Ça va de soi. Pourtant, il y a plein de séries qui sont super populaires, et les gens aiment assez bien ce type de science-fiction avec une part d'histoire quand même. Ouais, mais pourquoi du coup? On va essayer de voir ça, je pense. En tout cas, dans la définition d'universalis, là, il nous explique que le terme d'Uchronie a été créé au 19e siècle, par un certain Charles Renouvier, ça doit être ça, qui avait écrit un livre appelé Uchronie, Utopie dans l'histoire, en 1857. Ouais. Par contre, c'est aussi marqué que pour lui, l'Uchronie, ça reste de la spéculation intellectuelle. Ouais, mais on voit quand même que toute cette volonté d'écrire des fins alternatives du jeu de la vie, ça date clairement pas d'hier. C'est quelque chose que les gens aiment bien de manière générale. Tiens, regarde, j'ai trouvé un article là de Philippe Ethuin sur la revue Belphégor qui en parle. Ils expliquent qu'il y avait dès 1904 un très gros ouvrage qui s'appelle La Nouvelle Uchronie, Cool. écrit par Charles Maurras. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah! Bon voilà, pas besoin de dire plus. De manière générale, le s'il n'y avait pas eu ça, on le retrouve partout dans nos raisonnements. Hein. On le retrouve depuis les PMU jusqu'aux analyses politiques sur les plateaux télé. On les trouve partout, les et si. Bon, du coup, on a dit que les gens lisaient de l'Uchronie, et pour quelles raisons? Ça, c'est le cas au 19e, au 20e, a priori, mais le public, il a sans doute évolué entre-temps quand même. Ouais, mais au final, c'est un peu comme tout ce qui touche l'histoire ou la science-fiction. Les gens, ils lisent moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont désintéressés par la culture, juste qu'ils la consomment différemment. Et pour l'Uchronie, c'est la même chose. Hein. Mais du coup, certaines personnes consomment de l'Uchronie par la bande dessinée, hein, aussi. Ouais, la BD, c'est un bon moyen de présenter une histoire, tout en lui donnant un aspect graphique un peu particulier. Bah là, regarde, il y a cette super BD qui parle de ça, Bloc 109, pareil, ça raconte un monde où les nazis auraient gagné. Ah, scénariste Vincent Brujat. Bah, ce serait cool d'en discuter avec lui, non? Est-ce qu'on l'appellerait pas? Bah go mec. Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Ouais. Ouais, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement. Bloc 109 à la base, c'est l'histoire de. C'est donc une uchronie hein, où le monde est divisé entre les soviétiques et les nazis. Dans ce monde un peu finissant, le dernier dirigeant nazi, Zitek, décide d'utiliser une arme biologique pour gagner la guerre. Voilà. Mais après, il y a le projet, comment il est né, et c'est là que l'Uchronie apporte quelque chose, c'est que Ouais. ça permettait de poser tout de suite
en quelques petites images choc, l'ampleur du monde dans lequel on était. Et donc ça m'évitait, parce que si j'étais resté sur cette idée de faire de la dark fantasy, il aurait fallu présenter l'univers, les races, le pourquoi, le comment. Et donc en gros, c'était beaucoup plus facile pour moi en fait si j'en faisais une uchronie, parce que je posais les bases tout de suite de cet univers-là, je posais les bases tout de suite de... en effet, l'uchronie est très pratique parce qu'il n'y a rien de plus parlant que de plonger, quand on veut parler d'horreur indicible, de plonger quelqu'un dans l'horreur de la Shoah, tout de suite ça parle aux gens. Les gens voient de quoi on parle. Quand je voulais clairement montrer que le monde dans lequel j'étais, il y avait rien, il y avait aucune possibilité, c'était un monde sombre, et il y avait aucune lumière. Bon je mets le choix entre le stalinisme et les nazis. Là les gens ils ont compris quoi. Il n'y a pas besoin de leur faire un dessin. Enfin si pour le coup, on en a fait pas mal de dessins, mais enfin voilà, il suffisait d'un dessin justement. Déjà j'ai le doute sur le fait que même un historien connaissant par cœur une période aurait les plus grandes difficultés à rendre une uchronie crédible, à mon sens. Donc alors un scénariste encore pire. Mais même j'irais sur le choix du SI. Et très souvent on va choisir des moments clés, enfin que l'histoire a retenu et qui sont pas forcément les plus intéressants. Donc et après il faut avoir en plus l'intelligence, on va dire, de l'analyse historique pour comprendre comment ça peut marcher. Par exemple, on prend très souvent comme uchronie sur Napoléon par exemple, Waterloo. Alors que pour moi, ça n'a pas de sens. Je suis en tant que fan d'histoire militaire, Napoléon, j'en ai aussi pour manger. Et si on devait faire un SI, c'est absolument pas Waterloo. Waterloo, les jeux sont déjà faits depuis 2 ans. C'est fini. Même s'il gagne Waterloo, il perd après. Donc un SI à Waterloo n'a aucun intérêt. Par contre, un SI juste avant la campagne de Russie, un SI juste avant la guerre en Espagne, enfin là, il y a des choses à faire. Donc, on est d'accord. C'est une uchronie stérile. Elle donne pas de fruits. Pourtant, quand tu regardes, certaines uchronies de Napoléon qu'ils font gagner à Waterloo le font ensuite conquérir, genre, l'entièreté de l'Europe. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un podcast où il parlait de Napoléon et la conquête du monde 1812-1832. C'est quoi ça ? C'est un ouvrage uchronique qui était écrit par un mec qui s'appelait Louis Geoffroy en 1836. Il imagine que Napoléon n'est pas allé en Russie et qu'il aurait pris son temps, méticuleusement, avant de conquérir le monde en environ une dizaine d'années. Tiens, regarde cette intro de son livre. J'ai écrit l'histoire de Napoléon depuis 1812 jusqu'en 1832, depuis Moscou en flammes jusqu'à sa monarchie universelle et sa mort, 20 années d'une grandeur incessamment grandissante et qu'il éleva au fait d'une toute-puissance au-dessus de laquelle il n'y a plus que Dieu. Eh ben, la monarchie universelle, ok, d'accord, le fantasme. En fait, non. Genre, quand on lit le livre, à ce qui paraît, on est plus dans une optique dystopique. La conquête du monde par Napoléon, elle provoquerait une domination violente et une grosse militarisation de la société. On sent que Napoléon est présenté comme un tyran. Donc, on n'est pas vraiment dans un fantasme de bonapartiste frustré. Non. Ok, mais le fantasme qui demeure, c'est l'idée d'une monarchie universelle quand même. C'est une notion qui a une vraie histoire depuis des siècles. C'est pas étonnant qu'on la retrouve en général dans l'Uchronie. Ouais, mais quand il pense, en général, l'Uchronie, c'est un fantasme. Regarde l'article sur les royalistes et l'Uchronie, là, sur la revue Belphégor. Les royalistes en France avaient perdu tout pouvoir politique, législatif à la fin du 19e siècle avec la Troisième République. Et pour eux, l'Uchronie, c'était un moyen d'imaginer comment les causes à effet dans l'histoire auraient pu leur donner un avantage si des événements avaient été différents. En fait, on oubliera toujours un détail, c'est ça que je veux dire. On oubliera toujours un... Donc, vouloir être sérieux, à moins que ce soit dans un cadre, justement, je dirais, scientifique. Le réalisme n'a aucun intérêt, parce que nous avons tous un réalisme différent. Le nombre de gens qui ont une vision du Moyen-Âge complètement déformée, qui ont une vision du Moyen-Âge complètement absurde, le nombre de gens qui pensent savoir des choses sur telle ou telle période, sur telle ou telle chose rabâchée, comme les gladiateurs par exemple, ou le nombre de gens... J'ai écrit un livre récemment sur la piraterie de la République du Crâne, où je me suis rendu compte le nombre de gens qui avaient des idées reçues sur les pirates. On parle là avant tout de mon récit chronique, mais sinon après par la suite je fais quasiment que des récits historiques. La suspension de crédit, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont lu Bloc 109 et qui ont dit wow, franchement c'est possible. Parce qu'ils n'ont pas, ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des... le fan d'histoire militaire, le fan d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui dit ah ça c'est peut-être pas... Voilà. Je suis sûr qu'un historien, lui par contre, il a dû se bidonner, et j'espère qu'il s'est bidonné, qu'il a pris quand même du plaisir à le lire. Je pense en fait que... Et c'est d'ailleurs un peu le problème qu'on aurait avec beaucoup d'Uchronie. On prendra un élément tellement petit ou tellement peu connu du grand public que en fait le plus grand public ne verrait même pas la différence entre l'Uchronie et l'histoire réelle.
Parce que voilà, faire une bonne uchronie, ça nécessite aussi de prendre des événements qui sont connus de tout le monde. Il faut penser que j'écris pas pour un public d'historiens, j'écris pour le grand public à mon sens. Le problème de l'Uchronie, c'est qu'elle est vouée à mon sens à devenir très vite le genre favori des passionnés et des amateurs éclairés. Aux fans d'histoire qui essayent de le reproduire de temps en temps, c'est-à-dire qu'on est tous un peu tous ces petits historiens de salon que je suis, hein, on aime bien se piquer de ah oui, et si. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un genre qui plaît, donc c'est un genre, je pense, qui a une base, une petite niche de gens qui apprécient ça, et qui apprécient. Mais je pense que le public, et lui, c'est- je dirais, c'est pas l'Uchronie qui lui plaît, c'est plus l'idée c'est un peu l'idée du et si, en fait. Et si on changeait les paradigmes, et si c'est Bruce Wayne qui mourait, Thomas Wayne, son père, qui devenait Batman. Voilà, on est un peu dans cette idée-là et si on changeait un peu les règles du jeu, et qu'est-ce qui se passerait? On est plus sur l'expérience scientifique, un peu, genre, ah ouais, tiens, on va voir un peu comment les cobayes Ouais. se font. Et c'est plus ça qui intéresse le public. Quand n'importe qui écrit un récit historique, il écrit avant tout, comme je disais, quand vous lisez un roman médiéval écrit par un auteur du 19e siècle, vous apprenez beaucoup de choses sur le 19e siècle. Parce qu'en fait, on parle toujours de son époque. Toujours. On voit l'histoire à travers le prisme de son époque. Il y pose ses fantasmes, ses angoisses, ses idées, son idéologie, ce qu'il a envie d'en dire, ce qu'il a envie d'en faire. Il écrit avant tout sur son époque à lui. Et c'est exactement la méthode que j'ai aujourd'hui quand j'écris un récit qui se passe au XIIe siècle. Mon dernier, un chevalier, enfin une femme qui se déguise sous l'armure d'un chevalier. Bon, je parle plein de choses liées à notre monde d'aujourd'hui. Pas forcément le féminisme en plus, hein, je vais un peu plus loin que ça, mais justement, je parle plein de choses, mais qui sont pour moi avant tout des phénomènes d'aujourd'hui plus que du Moyen-Âge en fait. Puisque de toute façon, notre lectorat n'est pas le lectorat du Moyen-Âge. Donc, il a pas du tout les codes, il a pas du tout, et même nous, on n'a pas la moitié, on n'en a pas la moitié des codes. Je suis athée, donc je ne pourrais pas raconter une histoire correcte avec les idées du Moyen Âge, par exemple. Parce Je qu'au vois, Moyen ouais. Âge, un athée, ça n'existe pas, tout simplement. On croit forcément en Dieu. Et rien que déjà ça, concevoir ça, c'est-à-dire que vous écrivez une histoire dans un univers où les gens croient forcément en Dieu. On peut pas ne pas croire en Dieu. Déjà, ça change complètement la donne sur plein de sujets. Bah, la bande dessinée, c'est sympathique quand même, mais en même temps, il faut un peu parler des jeux vidéo. Je pense que c'est un des médias sur lesquels on peut pas passer quand on parle du chrony. Genre, tu connais les jeux vidéo Paradox? Paradoxe interactive, ouais, je connais un petit peu, ouais. Bah, par exemple, quand t'es sur Crusader Kings, tu peux être un simple comte breton qui devient soudainement empereur du Saint-Empire, why not, et qui soumet la France. Quand t'es sur Hearts of Iron 4, dans les années 30, tu peux transformer de force toute l'Allemagne nazie en grosse démocratie socialiste. Ouais, bah c'est pas mal en vrai, mais ce qui est bien, c'est aussi que tu contrôles ton uchronie. Il y a quelque chose de grisant à ça. Le monde, il change, et c'est toi qui le change. Tu crées ta propre histoire en fait. Et ça, c'est génial. Je pense que ça rassure la mégalomanie de pas mal de gamers. Ouais, mais ça, la mégalomanie, bon, je sais déjà tout ça, hein. Pourquoi tu me racontes ce que je sais déjà en fait? Pour que je puisse expliquer comment ça marche. Genre, pour l'expliquer à qui? Je sais pas, c'est vrai ça? Pour qui? À partir du moment où on a commencé à jouer, première décision qu'on fait, c'est de l'Uchronie. Un peu, je pense que tout joueur de ces jeux paradoxes adore voir. Moi, ça m'amuse quand je joue, par exemple, une nation qui n'est pas européenne et de voir ce qu'est devenu l'Europe. Ah tiens, la Bourgogne a résisté, elle est encore là. Il n'y a plus de France. Et en fait, C'est c'est ça. c'est une espèce de petite Uchronie qui est géniale. N'importe quel joueur de Wargame fait de l'Uchronie, hein. Je pense en fait que très vite, l'Uchronie, si elle n'est pas soutenue par autre chose, ça tourne en rond, en fait. Le Maître du Château n'est pas un récit uchronique. On est certes dans un récit uchronique, dit uchronique, mais c'est avant tout un thriller en fait. C'est une enquête. Donc finalement, le genre uchronique ne raconte rien, entre guillemets. Il crée un univers. Vous pouvez très bien faire un récit de science-fiction, vous pouvez faire un récit d'horreur, vous pouvez faire plein de choses en fait. L'Uchronie en elle-même, toute seule, il faut forcément prendre un point de vue avec lequel on va raconter cette nouvelle trame historique. J'ai fait une uchronie sur Bloc 109, et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont parlé que de l'Uchronie, alors qu'en fait, l'Uchronie, c'était pour moi avant tout un moyen, parce que l'Uchronie n'était pas le sujet. Donc, encore une fois, on est sur le moyen technique de permettre au lecteur de se dire, ok, j'ai envie d'y croire. Et maintenant, je vais suivre l'histoire qu'il me raconte. Tu vois, c'est un peu frustrant parce que tout en parlant de quelque chose de littéraire, on demeure quand même dans le narratif. On n'est pas entièrement dans de l'histoire à proprement parler là.
Ouais, t'as raison. Bon, je pense qu'on a encore besoin de chercher. Yo Arnaud, comment tu vas? Écoute, je suis au bout, mais sinon ça va. Ben ouais, je vois ça. Ben écoute, rassure-toi, j'ai ce qu'il faut pour toi. C'est un gros pavé ça. Ouais, ben écoute, c'est pas vraiment de l'histoire à proprement parler. C'est un ouvrage de Quentin de Liermoz et Pierre Singer-Avelou qui s'appelle Pour une histoire des possibles. Il parle d'histoire contrefactuelle. L'histoire contrefactuelle, c'est quoi exactement? C'est... Bah tu sais quoi, le mieux c'est qu'on lui demande. Let's go. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Non, aucun problème. Que se serait-il passé si tel ou tel événement du passé avait été différent? Voilà, ça c'est la base du raisonnement contrefactuel. Alors nous, dans l'ouvrage qu'on a coécrit avec Pierre Singer-Avelou, on distingue l'Uchronie, qui a une dimension plus littéraire, dont on dit tout l'intérêt qu'elle a en termes de pratique littéraire. C'est une pratique de l'imagination extrêmement riche, puisque le lecteur doit constamment comparer l'histoire réelle avec l'histoire advenue. Donc il y a vraiment c'est ce que les spécialistes de littérature appellent un texte brisé. Mais pour nous, quand on s'éloigne trop du point de divergence, c'est moins utile pour l'histoire. Donc on a essayé de définir dans le livre les conditions auxquelles ce raisonnement pouvait être utile pour l'historien. Pourquoi? Parce que derrière ce raisonnement, on a la question de l'imagination, la question du déterminisme et de la contingence, la question du rapport au politique, du lien entre plaisir et sérieux. Donc c'est des bonnes questions pour les historiens. Les historiens, souvent, ils se méfient de ce raisonnement, mais pour nous, c'est une erreur, notamment parce qu'ils l'utilisent de fait. On ne peut pas penser sur le passé sans avoir recours à ce genre de raisonnement. Donc nous, l'enjeu, c'était ça, en fait. C'était de montrer que derrière cette question simple, on avait des enjeux importants, et que derrière ces enjeux importants, certains relevaient du domaine littéraire, étaient très intéressants en tant que tels, et d'autres relevaient de l'interrogation en histoire et en sciences sociales. Et ensuite, en continuant à réfléchir, on s'est rendu compte que dans les travaux des chercheurs, c'est un raisonnement qui apparaît très souvent, y compris chez les chercheurs les plus célèbres comme Fernand Braudel. Il y a une espèce de littérature qui identifie une douzaine de recours contrefactuels. Donc le fait que les historiens soient mal à l'aise avec un raisonnement qu'ils utilisent quand même toujours, pour nous, on s'est dit, tiens, c'est probablement une bonne question à traiter. L'Uchronie, quand on y pense immédiatement, c'est souvent l'idée qu'au fond, il y a un turning point et qu'après, l'histoire change à partir de là. Les turning points qu'on imagine dans les versions les plus populaires, en réalité, sont assez pauvres. Hein. C'est si Hitler avait gagné la guerre, si Jésus avait vécu plus longtemps, etc. Et donc, dans cette version-là, c'est vrai que l'Uchronie, elle diffuse une vision de l'histoire qui est très, très datée. C'est une histoire du 19e siècle, l'histoire des grands hommes, l'histoire des grandes batailles, des événements, etc. C'est pas du tout celle que nous, on défend avec Pierre Singer-Avelou. Hein. Ce qu'on essaie de montrer, nous, au contraire, c'est que d'une part, c'est une histoire qui permet de se défaire de cette vision, au fond, très téléologique, hein, comme si l'histoire amenait naturellement à là où on en est, et surtout qu'elle peut être utilisée dans des domaines beaucoup plus variés. Au moment de la sortie, on a une très bonne réception presse, ce qui était un peu surprenant parce que le livre est quand même pas forcément facile d'accès. On voyait bien qu'il y avait une bonne... enfin, on avait fait un effort pour l'écrire, etc., mais ça restait un livre de réflexion. Mais on voyait bien que c'est une bonne question. Les historiens professionnels s'en sont plutôt méfiés au tout début. On n'a pas eu, par exemple, on n'a eu quasiment aucun compte rendu dans des revues d'histoire. On a eu un très fort intérêt du côté des littéraires. Pierre Bayard, par exemple, dans son dernier livre là, sur Et si les Beatles n'avaient pas existé, cite le livre. Hein, on a eu beaucoup façons de parler, mais en tout cas, il y a un certain écho chez les architectes, chez les artistes, chez les économistes, pas mal chez les sociologues, les politistes, etc., les philosophes. Donc le principal problème de l'Uchronie, c'est que c'est une histoire contrefactuelle qui s'appuie sur la causalité. Ouais, sur les liens de cause à effet, du coup. Je trouve que c'est assez normal. Je veux dire, quand on a commencé à produire de l'Uchronie au 19e, on voyait l'histoire comme des causes qui provoquent automatiquement des effets. Donc je pense que c'est logique qu'on décide de faire une expérimentation causale, une forme d'expérimentation causale dessus. Ouais, mais c'est une version assez mécanique de voir l'histoire. Hein. Je sais pas, moi je trouve que on est des humains, pas des robots. Nos décisions, c'est pas des engrenages qui vont forcément produire un effet attendu quand même. Je suis pas entièrement d'accord, tu vois, parce que je pense qu'on est sur des engrenages liquides un petit peu. Bon, ok, l'histoire c'est pas que des causes à effet. Mais en même temps, on peut pas dire que, par exemple, l'assassinat d'un chef d'État ne produit pas d'effet. Si on change une cause, les effets ne seront naturellement pas les mêmes.
Mais cette causalité, elle fait pas tout. On reste sur du court terme, si on parle de cause à effet. En parallèle, il y a toujours le temps long. Les déterminismes qui font que les effets seront jamais aussi radicaux ou drastiques qu'on peut le voir dans certaines uchronies. Enfin, comme chez Napoléon qui contient l'Europe en 10 ans, quoi. Ouais, ça j'avoue que c'est un peu chaud. Mais faut quand même rappeler que l'Uchronie, ça demeure de la littérature en principe. Et que les écrivains, ils sont pas tenus de faire une histoire raisonnable en soi. Écoute, tu sais quoi, on demande à Delurme. Il y a un air du temps quand même qui porte la réflexion sur le contrefactuel, hein. Si vous pensez au cinéma, les blockbusters comme Days of Future Past des X-Men en sont un bon exemple. En littérature, Q84 et jeux vidéo, évidemment, on n'en parle pas. Inglourious Bastard de Tarantino, c'est un contrefactuel. On est quand même dans un moment où culturellement, en fait, le contrefactuel, l'Uchronie font sens. Donc nous, en historiens, ça nous paraissait logique de s'intéresser à cette situation. Je connaissais le principe de l'Uchronie, mais c'était avant tout pour moi pour une simplicité. Et ça permettait aussi aux gens tout de suite de savoir de quoi je parlais. Donc on avait tout de suite décidé avec Bloc 109 que la crédibilité ne serait pas un critère très intéressant et qu'il fallait au contraire pousser à fond tous les paramètres pour s'amuser en fait. Les références habituelles qu'on me sort, qui sont le Maître du Haut-Château ou Wolfenstein, ce ne sont pas des références que j'ai. Non, en fait, pour être honnête, ma vraie référence, notre vraie référence, parce qu'on est fans tous les deux de cet univers-là avec Ronan, on s'inspirait beaucoup plus de Warhammer 40 000 que de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il y a d'autres disciplines qui ont beaucoup moins de problèmes avec le raisonnement contrefactuel, hein. La sociologie a beaucoup moins de problèmes. L'économie l'utilise très couramment. Les sciences de la psychologie aussi l'utilisent fréquemment. Toutes les sciences sociales, au fond, qui recourent à des modélisations, ont moins de problèmes avec le raisonnement contrefactuel. Dans ce cas-là, les usages sont extrêmement variés, hein. Le domaine d'application, en réalité, est infini, puisque c'est une réflexion sur la non-linéarité en histoire, le fait que l'histoire ne va pas tout droit, n'est pas nécessaire. Donc, tout sujet peut s'y appliquer. Quand c'est une pratique de l'imagination, le but, c'est pas du tout d'essayer d'avoir une analyse réflexive sur l'histoire. Le but, c'est d'avoir un lieu qui autorise une création assez originale, qui fait que le lecteur est plongé dans un temps qui est faux, mais en même temps qui est quand même lié au temps vrai. Donc ça fait une plongée, un type de lecture qui est très particulier. C'est la même chose pour les jeux vidéo d'ailleurs, hein. Dans certains jeux vidéo, vous êtes très proche du turning point. Il y en a certains sur Churchill, on imagine qu'il s'est fait écraser par un taxi au moment de la guerre. Et là, vous essayez de vous débrouiller avec ça. Et d'autres partent très loin, type Wolfenstein. Et là, vous êtes immédiatement dans un univers alternatif. Donc ça, pour moi, ça ne pose aucun... Au contraire, c'est la version littéraire ou créative de l'Uchronie. Mais évidemment, pour un historien, mis à part le plaisir de la lecture, on est très loin des règles du métier que nous, on estime être parfaitement utilisables avec un raisonnement contrefactuel, mais à condition de respecter certaines règles de vie. Comme la science-fiction, l'Uchronie, elle parle de nos fantasmes, comme de nos craintes. Que ce soit Napoléon et la tyrannie universelle, ou encore les nazis qui conquièrent l'Amérique, c'est souvent nos peurs qu'on projette, j'ai l'impression. C'est pas nécessairement des peurs du passé, pas la peur de nos parents, de nos ancêtres, mais les nôtres, les peurs du présent. Ouais, par contre, contrairement à la SF, ces peurs ne sont pas projetées vers le futur, mais vers un autre passé. Et en imaginant une victoire des nazis, on projette nos propres insécurités. Finalement, on a un peu compris l'utilité de l'Uchronie. C'est pour s'amuser, c'est pour imaginer des univers différents dans une logique de fiction, et c'est aussi pour exorciser certaines de nos peurs. Mais pour un historien, c'est quoi la plus-value vraiment de faire du contrefactuel? On demande à Delurmoz? Ouais, on demande à Delurmoz. Allez. Donc on a eu beaucoup d'échanges, mais curieusement, pas directement dans notre discipline. Alors ce qui a tout changé, et ça devrait vous ravir, c'est les étudiants. C'est eux qui ont commencé à l'utiliser réellement. Donc ça commence à prendre. Et bon, vous avez compris que le problème du contrefactuel, ça peut être très mauvais comme très bon. Donc ça nous ravit évidemment avec Pierre Singarello, parce qu'on c'est un peu le but quand on fait de l'histoire et un livre, qu'il y ait ce genre de choses. Alors maintenant, à l'étranger, comment ça se passe? Là où la réception, alors pas été là où elle a posé le moins de problèmes, en fait, c'est en Amérique latine. Et on était très prudents, on avait un petit peu pris un tour français dans la présentation, en disant attention, quitte pas les sources, rassurez-vous, c'est une façon de réfléchir. Et là, les collègues nous ont dit, mais nous, on n'a pas du tout ces préventions, tout simplement parce qu'en Amérique latine, on est né sur un contrefactuel.
toute l'histoire d'Amérique latine est basée sur l'idée et si la colonisation n'avait pas lieu au XVIe siècle. Donc pour nous, c'est un raisonnement naturel, en fait, tout à fait logique. Hein. Ils étaient très contents qu'on puisse commencer des discussions. On a eu beaucoup d'échos chez les collègues du secondaire aussi, parce qu'on a proposé un dispositif pédagogique qui a été utilisé à plus ou moins grande échelle, en tout cas à l'échelle de l'Île-de-France, sur près d'une douzaine de classes maintenant. On va devant des publics de non-spécialistes, voire de personnes qui ont arrêté les études il y a très longtemps, en tout cas qui ne s'intéressent pas à l'histoire. On pose des questions de type contrefactuel, très basiques, et si le roi avait réussi à fuir à Varennes en 1791, on donne des éléments historiques et on dit aux gens, faites vos hypothèses. Comme c'est ni vrai ni faux, vous avez le droit de vous tromper, vous pouvez dire n'importe quoi. Et nous, on rebondit à ça en historien, nous on ne sort pas de notre cours. Et c'est assez intéressant parce que ça fait un type de dialogue, au lieu d'avoir un historien qui met sa parole un peu descendante vers le public, on part des réactions du public et depuis leur réaction, on réagit en historien. Ça permet d'amener le public vers des vraies questions d'historien et tout le monde y arrive, hein, pour peu qu'on soit mis dans de bonnes conditions et qu'on ait envie évidemment. Tout le monde peut la pratiquer de façon tout à fait efficace, réfléchie et plaisante. Hein. Et l'autre intérêt, c'est que ça rappelle que l'histoire sérieuse, qui analyse, qui fait réfléchir, c'est aussi un plaisir. Bon, c'est bien tout ça. On a mis 3 mois à creuser la question. J'espère qu'on peut reprendre l'épisode tranquillement, non? Ouais. On était à quel épisode déjà? Épisode 1. On était au générique. Ouais, c'est vrai.